Et, alors ce soir, on va avoir comme thème le nouvel ordre mondial. Puis mon, mon- mon désir, c'est que vous puissiez voir ce qui est en train de se passer dans le monde. Comme ça, vous allez être avertis. Quand ces choses-là vont se manifester, puis sont en train de se manifester, vous ne serez pas surpris. Vous ne tomberez pas en bas de votre chaise. Vous allez dire, oui, je sais ce qui s'en vient. Pour être solide dans notre foi. Amen. Il y a un passage dans les Écritures qui dit que Dieu ne fait jamais rien sans en parler au travers de ses prophètes. Alors, je crois que Dieu veut nous préparer d'avance. Mais même s'il y a des choses terribles qui s'en viennent, parce que c'est vraiment des choses terribles qui s'en viennent, n'aie pas peur, parce qu'on a déjà eu la délivrance. Puis, on va monter, je crois vraiment, on va monter avant que ces choses-là arrivent. Ceux qui sont prêts et ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, ceux que Jésus est le maître de leur vie. OK? Alors, moi, je n'ai aucune crainte. Ça me fait un peu de peine de voir que pas tout le monde croit ou qui veut croire, mais moi, je crois. J'ai pris la décision de croire que Jésus est mort pour mes péchés, que je vis une vie abondance en lui, une vie de plénitude en lui. Je sais qu'il m'aime de tout mon cœur, puis je l'aime de tout mon cœur, puis on a une bonne connexion ensemble. C'est ça qu'on doit posséder. Je vais vous montrer 2 vidéos ce soir. Ça va prendre peut-être 30 minutes voir les vidéos. Puis, le premier, ça va être sur l'État des États-Unis. Je vais vous lire un passage avant de commencer. Dans Marc 13, je l'ai lu, je pense, dimanche, c'est juste une partie. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, puis on a parlé, les tremblements de terre, le soleil, toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alors, moi, quand je regarde, je suis une personne qui est toujours intéressée par l'actualité, par l'histoire également. Quand je regarde ce qui se passe présentement dans le monde, je ne peux pas faire autrement que de dire Maranatha. Maranatha, ça veut dire viens Jésus, viens. OK? Puis les signes sont là. On n'a pas besoin d'essayer de figurer des choses. C'est des choses concrètes qui sont là présentement devant nous, qui se passent. Mais souvent, les chrétiens ne sont pas alertes ou ils se laissent, comme en anglais, drift. Ils se laissent pousser par le vent. Ils se laissent aller comme dans une chaloupe sur le courant, puis tout est beau. Mais il y a des choses qui se passent, qui sont là, qui nous montrent que ce n'est pas tout à fait beau comme on peut des fois l'imaginer ou rêver. Alors, comme je disais tout à l'heure, mon approche est basée sur des faits. Il y a des faits qui sont réels plutôt, des preuves, des témoignages de qu'est-ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas quelque chose que j'essaie d'inventer ou qui va peut-être arriver, etc. Il y en a des choses, mais je vais vous dire d'avance. Qu'est-ce que je vais partager ce soir? C'est des faits qui sont là. Il faut vraiment faire attention de ne pas avoir une approche trop sensationnalisme dans la fin des temps, parce que c'est très facile. OK? Mais j'essaie d'être le plus terre à terre. La Bible a dit d'éprouver les esprits. Puis nous autres, on doit éprouver les esprits de qu'est-ce que nous recevons, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit également. Puis une autre chose, c'est que la Bible nous annonce ces choses-là depuis 2000 ans. Ce n'est pas nouveau. C'est écrit dans la parole de Dieu. Étudie-les pour toi-même, puis que tu puisses avoir la certitude dans ton esprit que Dieu t'a parlé, puis qu'il a dit de te préparer aussi. Avant que le nouvel ordre mondial puisse s'installer, il faut qu'il y ait l'effondrement de l'économie mondiale. Parce que souvent, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, c'est que pour avoir implanté quelque chose de nouveau, il faut qu'on ne veuille plus du vieux. Puis regarde ce qui se passe sur la Terre. Okay? Comment il y en a qui savent qu'il y a des pays qui sont dans des problèmes financiers? Tu as juste à penser à la Grèce.
OK? La Grèce sont dans le trou par-dessus la tête. C'est comme ils ont de la difficulté à vivre. En Italie, en France aussi, ils ont une dette aux États-Unis. Alors, c'est comme, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des difficultés financières. Mais c'est comme normal, ces choses-là. Parce que tout a été préparé d'avance pour arriver à quelque chose de catastrophique sur la Terre, pour que les grands génies de ce monde disent « on a une solution ». Puis la solution n'est pas nouvelle. Ça fait des années qu'ils la préparent. Et présentement, on est dans une ouverture où c'est que c'est le temps parfait pour avoir le nouvel ordre mondial. Ça ne l'était pas auparavant, possiblement, peut-être ça ne sera pas tout à l'heure. Il y a une fenêtre qui est ouverte présentement pour avoir un nouvel ordre mondial. Mais pour qu'on puisse avoir ça, pensez-vous que ça va arriver du jour au lendemain, puis quelqu'un va dire « Ah, on a besoin d'un nouvel ordre mondial ». Non, non. Il y a des plans, il y a des gens qui préparent ces choses-là depuis des années. Et en passant, sur notre site web, j'ai mis une vidéo de, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du groupe Bilderberg. OK? C'est des personnes les plus importantes sur la Terre, les plus influentes sur la Terre. Il y a des rois, il y a des reines, il y a des financiers, il y a des propriétaires de cartels, etc. Ce sont 120 qui se réunissent régulièrement, quelques fois par année. Ils se réunissent à des endroits secrets. C'est véridique, là. Okay? Ils sont venus ici plusieurs fois à Montréal. Tu as des chefs du gouvernement qui ont parlé devant eux autres. Ça existe vraiment, là. Okay? Puis ça existe depuis 1900, après la guerre, 48 ou 52, je pense. Puis il y a des présidents des États-Unis qui font partie de ça. C'est semi-secret. Okay? Ils se réunissent régulièrement. Puis c'est eux autres qui décident l'avenir. Un exemple, ils ont parlé de la guerre d'Afghanistan un an avant que ça arrive. C'était sur leur agenda. On ne sait pas tout à fait ce qu'ils ont dit, mais c'est arrivé. Président Clinton, il était là un an avant d'être élu. Puis différentes choses comme ça. C'est en français, la vidéo. Allez le voir sur notre site web. Vous allez voir accès aux membres. Puis à la fin de la réunion, je vais vous donner le mot de passe. OK? C'est une vidéo qui dure comme 1 heure de temps, puis on n'aura pas le temps de la présenter à soir. Mais c'est vraiment intéressant sur l'économie mondiale. Et c'est ce groupe de personnes-là qui décident où l'économie s'en va. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, là. Okay? C'est quelque chose de concret qui existe. Ils se réunissent régulièrement. C'est connu de tous les journaux du monde, mais pas tous les journaux parce que les médias sont contrôlés. Je ne sais pas si vous saviez, qu'est-ce que vous lisez dans les journaux, ce n'est pas toujours la vérité. C'est qu'est-ce qu'on veut vous faire croire. OK? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais c'est comme, c'est contrôlé, la presse. Alors, pour que le nouvel ordre mondial s'installe, il faudrait un effondrement de l'économie mondiale. L'effondrement va se faire d'une manière rationnelle. Ce n'est pas rationnel. D'une certaine manière, ils vont y réfléchir, ils vont faire comprendre que c'est pour ça que ça arrive, ces choses-là. Mais tout ça, ça a été organisé ou créé artificiellement par la puissance qui est derrière ces choses-là. Le groupe que j'ai mentionné, Bilderberg, c'en est un. Peut-être il y en a d'autres, je ne sais pas. Il y en a qui parlent des différents groupes que je ne nommerai pas, là, mais on va juste s'en tenir à ce que nous savons. Il y a un groupe qui contrôle le monde. Puis, c'est les riches et les puissants de ce monde. Ça a toujours été. Vous allez entendre tout à l'heure différentes personnes qui vont déclarer des choses, des grands hommes. Puis, c'est comme tu regardes ça, ils disent ça. Oui, ils disent ça, puis c'est vrai qu'ils pensent comme ça. Un exemple, comment que la famille Rothschild est devenue riche. OK? C'est des faits, ça. OK? Il y en a qui connaissent Rothschild, la famille Rothschild, ils ont déjà entendu parler d'eux autres. Mais vous savez, quand Napoléon a été défait en juin 1815, il n'y a personne qui était là, j'imagine, là, OK? Mais la famille Rothschild, ils ont su d'avance que Napoléon y avait été défait. Parce que ce groupe de personnes-là sont avancés même dans la technologie plus que les communs mortels. Alors, ils ont reçu une information comme quoi que Napoléon y avait été défait. Alors, je vais vous lire un peu le texte. On considère en effet que la fortune des Rothschild fut obtenue lors de la bataille de Waterloo, avertie avant que la nouvelle de la défaite de Napoléon à Waterloo ne se répande.
Nathan Rothschild vend ses titres à la bourse de Londres, donnant ainsi à penser que l'empereur est sorti victorieux du combat. Il y a beaucoup d'actions, des actions monétaires. Puis, il les a vendues comme ça pour faire croire aux gens, lui, il vit à Londres, pour faire croire aux gens que Napoléon a été défait. Alors, le monde, ils ont paniqué, ils ont tous vendu leurs actions. Puis lui, quand que les prix étaient comme à 1 cent ou une demi-cent, il les a tous rachetés. Puis c'est un fait historique que c'est qui est arrivé. Et la rumeur s'ébruitant, la plupart des actionnaires, pris de panique, vendent à leur tour les actions, provoquant un effondrement des cours. Nathan Rothschild en profitant alors pour les racheter à un prix dérisoire. Puis après ça, la nouvelle, l'issue de la bataille, la défaite de Napoléon, parvint à Londres, entraînant une remontée des cours et conférant à la famille Rothschild le contrôle de l'économie anglaise. De tout le pays d'Angleterre, c'est eux autres qui ont pris le contrôle au travers de ces choses-là. Je ne veux pas en parler trop longuement, mais les économies, même l'économie. Un exemple pour les cultivateurs, la terre, les productions, etc. Ils peuvent faire que c'est très, très prometteur, puis il y a un boost économique, puis tout le monde achète des tracteurs, etc. Puis d'un coup, ils font faire un crash. Puis là, ils rachètent presque tout après. Aux États-Unis, il y a eu, je me souviens, il y a quelques années, en Floride, tout le monde achetait des maisons parce que c'était le gros boom. Je me souviens, un pasteur, Mike Savalo, il avait acheté une maison 250 000, puis il dit, je peux la revendre 400 000 facilement, puis tous ses amis commencent à acheter des maisons, etc. Puis d'un coup, bang, l'économie en Floride a fait patate. Alors, c'est comme ça qu'ils font leur argent, ces choses-là. Ils contrôlent l'économie. Puis, c'est dommage, bien, c'est ça. Il y a des gens qui contrôlent ça. Alors, ces gens, ils ont créé de toutes pièces le scénario qui se joue devant nous autres aujourd'hui. C'est-à-dire créer le chaos pour présenter une nouvelle solution qui est un nouvel ordre mondial. Présentement, l'Amérique est en faillite ou sur le bord de la faillite. Est-ce que vous saviez que l'Amérique et les États-Unis sont sur le bord de la faillite? Nous, on regarde les nouvelles, puis tu sais, tu n'entends pas trop parler de ce qui se passe. Mais j'aimerais vous présenter un vidéo. Ça dure 15 minutes, je crois, autour de ça, ou 11 minutes. Puis, ça nous montre qu'est-ce qui se passe présentement, même au gouvernement. Ils vont parler de l'État du Michigan, qui est presque en faillite, qu'il y a des quartiers qui abandonnent maintenant pour ne pas s'en occuper, pour s'occuper juste de certains quartiers. Quand tu regardes ça, tu te dis « Wow! Je ne savais pas qu'on est rendu là. » Puis ça, c'est aux États-Unis. Mais je ne parle pas de la Grèce. Je ne parle pas des différents pays. Je parle juste des États-Unis. Mais tu peux imaginer facilement que les autres pays, c'est également la même chose. Est-ce qu'on peut le voir, la vidéo? Comprendre? Non, c'est l'autre, je pense. C'est quoi l'autre? Non, excuse. Ça, là. Ouais. Tu as quelque chose à partager pendant que je vais aller voir ça? OK. Ce sera pas long. On s'excuse. Ce que le pasteur parle, je l'avais partagé à jeunesse un peu de tout ce qui se passe en réalité. Puis il y a une des choses, il parlait des médias, il y a une des choses qu'ils utilisent beaucoup, puis je sais que vous en avez entendu parler, c'est les messages subliminaux. Souvent, le monde, quand on dit message subliminaux est égal à satanique, c'est pas vraiment ça. Message subliminaux, c'est égal à passer un message, c'est juste ça. OK? Je donne un exemple. Dans mes recherches, je regardais, il y a beaucoup d'émissions pour enfants, des films pour enfants où on voit beaucoup de femmes presque nues. On voit des membres de gars, des seins, des choses dans le même, mais qui est caché. Puis un message subliminaux, c'est soit auditif ou visuel. Quand c'est auditif, c'est une basse fréquence où ce que ton subconscient l'enregistre. Puis de point de vue visuel, si je ne me trompe pas, peut-être David, tu pourrais confirmer,
chaque seconde, il y a 24 images secondes. Quand on voit une image, il y a 24 images par seconde. Puis dans ces 24 images-là, il y a peut-être 2 images où ce qu'on met une photo soit de femme tout nue ou quoi que ce soit. Puis il montrait beaucoup, beaucoup d'exemples cachés de ça. Puis je regardais, puis je disais, OK, c'est bien beau ça. Mais après ça, je repensais à la jeunesse d'aujourd'hui. On peut dire les jeunes d'entre 15 puis 20 ans à peu près. Ils sont beaucoup, beaucoup axés sur le sexe. Puis c'était des émissions de leur temps. OK? Puis si vous regardez, c'est pour ça que ça me faisait, aïe, man, ça veut dire que, tu sais, comme dans ce temps-là, ils regardaient beaucoup ça, puis aujourd'hui, ils sont beaucoup plus axés là-dessus. Puis je regarde ce que mes gars aujourd'hui regardent, puis on est obligé d'éliminer des émissions carrément, c'est que de la magie. Que de la magie. Fait que c'est peut-être 17, 15, 20 ans, la magie, ça va être quasiment normal, ça va être naturel, ça va être des choses qui vont se faire comme si rien n'était. Fait que c'est pour ça que même, faites attention ceux qui ont des enfants, faites attention à ce qu'ils regardent. Des fois, ça a l'air insignifiant, mais je pense que ça fait comme 3 émissions l'année passée qu'on dit « OK, non, t'arrêtes d'écouter ça, t'arrêtes d'écouter ça, on ne veut plus que tu écoutes ça. » Ben, c'est que de la magie tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Pasteur, as-tu le temps de faire un exemple ou non? Oui? On prend 5-10 minutes encore? C'est correct? OK. Les messages subliminaux, on l'utilise aussi dans la vente automobile. Je fais de la vente automobile. Moi, je ne veux pas l'utiliser. Je l'ai dit. Non, je ne veux pas l'utiliser parce que je sais que c'est de la manipulation et je ne veux pas embarquer là-dedans. Puis je pense que Dieu honore là-dedans parce que à date, ça fait 2 mois et demi que je suis là puis je suis toujours dans les premiers. Mais je ne veux réellement pas utiliser cette technique-là parce que c'est carrément de la manipulation. Je vais faire un exemple. Je vais faire une entrevue avec une personne de la salle qui ne sait pas pantoute c'est qui. Oui. Oui, attends une minute. Je mets un bémol. Je connais le pasteur, je sais comment il pense. Je vous dis, ça marche à 50% des cas. Ça ne marche pas à tous les coups. OK? Vous êtes le comment? Ouais, vas-y. Okay. J'ai besoin de 2 chaises, par exemple. Tu as vraiment besoin des chaises? Oui. OK. J'ai besoin d'un char. OK. il y a juste un mais. Vous allez répondre juste naturellement à une place que vous allez venir, OK? Vous allez magasiner un véhicule. Vous répondez naturellement à ce que je vais dire, OK? Je sais que vous n'êtes pas du genre à acheter le premier coup. Je sais, je connais votre mentalité. Pour ça, je dis que ça marche à des personnes qui sont un petit peu plus impulsifs. Du monde qui ont réellement mindé à une seule façon de penser, des fois, ça ne marche pas toujours, mais on va essayer avec le pasteur puis il nous dira des impressions. On va faire une entrevue, évidemment, je vais faire l'accéléré. OK? Bonjour. Bonjour. Allez, pasteur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oui. On cherche pour un véhicule? Ah oui, je regarde ça, là, oui. OK. Laquelle vous intéresse? Une Mercedes ou une BM ou... non. Une Lada. Une Lada. J'ai juste des Toyota, c'est le meilleur. Donc, lequel Mercedes, mais. Non, peut-être une Toyota Aris ou quelque chose comme ça. Yaris? Bon, pas de problème. D'ailleurs, je vais vous présenter le véhicule. Vous pouvez vous asseoir. Vous asseoir. Wow, t'es bien assis, hein? Vous voyez, dans le véhicule, vous avez l'air climatisé. Vous avez aussi les vitres électriques, les miroirs électriques. Vous êtes confortable dedans? Ah oui, ah oui. Oui, vous êtes correct. On va faire l'essai routier. On s'en va. On fait l'essai routier. Vous l'aimez. Donc, est-ce que vous aimez le véhicule? Oui. On ne s'est pas trompé de véhicule? Non, c'est un bon char. Super. On va aller à mon bureau. On va regarder au niveau des chiffres. Puis vous me direz si ça vous convient. Okay. C'est bon? On fait les chiffres. Parce qu'oubliez pas qu'il y a une qualification avant. OK? Là, évidemment, là, on fait les chiffres. Donc, ça vous coûte un montant X. Bon. Avec le montant X pour une IRS, est-ce que, mettons sur 84 mois, en financement, est-ce que ça vous convient? Je prendrais sur 100 mois, moi. Sur 100 mois, il y a 100 c'est 96 mois à passer. Un taux d'intérêt de 0,9. OK. Est-ce que on y va comme ça, avec ce chiffre-là? Ah oui. Oui? OK. C'est un client facile. Non, c'est parce que le client n'a pas grand temps. En général, les personnes vont toujours dire « je vais y penser » ou « je vais en parler à ma femme » ou aux affaires de même. Ça, c'est une entrevue sans messages subliminaux. Okay? Là, je vais vous faire la même entrevue, répondez aux mêmes choses, mais je vais vous mettre des messages subliminaux. Okay. Vous allez voir la différence si vous percevez.
On refait la même chose. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Votre nom? Pierre. Pierre, bonjour Pierre. Regardez quelle voiture qu'on vient acheter aujourd'hui? Une Highlander. Highlander? Non, c'est pas une Yaris. Donc, est-ce que vous connaissez un peu la Highlander? Oui, j'ai déjà vu. Oui. Oui, vous l'avez déjà vu? OK. Vous pouvez vous asseoir, je vais vous l'expliquer pareil. Donc, vous voyez, dans votre prochain véhicule, vous avez l'air climatisé à 2 zones pour vous et votre femme, le Bluetooth pour votre téléphone. Vous avez en plus les vitres électriques. Ce qui est pratique, c'est quand vous descendez les vitres, vous pouvez descendre sur les 4 portes. Donc, c'est vraiment l'idéal pour vous. Puis votre femme, si votre femme, évidemment, conduit. Donc, est-ce que vous avez déjà essayé le véhicule? Non. Non, parfait. On va l'essayer. On l'essaye. OK. On est rendu debout. Est-ce que vous aimez le véhicule? C'est toujours le bon véhicule pour vous? Oui. Donc, on va regarder les chiffres pour votre prochain véhicule. On va savoir au niveau des paiements combien que ça pourrait arriver pour que vous soyez satisfait du prochain véhicule que vous allez avoir. OK. C'est bon? On regarde les chiffres. Donc, sur 84 mois, ça vous fait un montant de X. Quelle couleur que vous avez choisi? Je trouve que tu as changé vite. Quelle couleur j'ai choisi? Oui, vous avez le gris, le noir. Oui, il faut que je dise comme toi. Oui, le noir. Bon, vous voyez, on a un beau noir qui est juste là-bas, exactement comme le vôtre, à seulement 200 $ aux 2 semaines pendant 84 mois. Donc, on y va comme ça? Ah, juste 100 $ par semaine? Wow! C'est bon? Ben oui. On y va? OK. Parfait. Vous voyez, j'ai dit plus votre véhicule, votre voiture, vos accessoires, votre Bluetooth pour vous et votre femme, votre air climatisé. Je parlais toujours de son char. Au début, je n'ai pas dit quelle voiture vous regardez, j'ai dit quelle voiture qu'on vient acheter. J'étais en train déjà de demander à l'acheter. OK? Tranquillement, pas vite, je l'amène à arriver à dire bon, OK, oui, je veux ça. Amen. Okay? Donc, c'est réellement comme ça que ça marche l'automobile. Alors, c'est bien pour ceux qui veulent acheter un auto. Vous allez comprendre la stratégie. Mais aussi, la raison que j'ai demandé, c'est parce que les médias vous brainwash aussi, en vous présentant qu'est-ce qu'ils veulent, puis en disant qu'est-ce que vous voulez entendre des fois. Okay? Alors, c'est comme ils préparent psychologiquement la mentalité des gens, puis ils font juste donner leur message. Ça, c'est maintenant ce qui se passe présentement aux États-Unis. C'est vraiment comme, ça va vous ouvrir les yeux. Je voulais vous le présenter parce que c'est comme, on pense que tout va bien dans le monde, mais il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis depuis plusieurs années, puis on n'est des fois même pas au courant. Alors, on va y aller. Explosion du chômage et de la pauvreté, ainsi que des saisies immobilières, des retraites qui ne sont plus payées depuis des mois. Notre journaliste Élise Leguével, qui rejoindra Guylaine sur ce plateau, a fait le voyage pour nous dans cette Amérique fauchée, cette Amérique sonnée par la crise. Le commissaire Bowman, élu du comté de Jefferson dans l'Alabama, se prépare à un moment difficile. Ils sont à l'intérieur? Ok, j'y vais. Annoncer aux résidents de la seule maison de retraite publique du comté qu'ils vont sûrement devoir partir. Bonjour. Comment ça va tout le monde? Le comté est au bord de la faillite et doit faire des économies à tout prix. Et je voulais venir vous voir aujourd'hui pour vous parler du vote de la commission, de l'avenir de la maison de retraite et de votre avenir. La maison de retraite va fermer, c'est bien ça? C'est l'objectif. Ils veulent fermer. Le comté a trouvé un acquéreur pour 8 millions de dollars car il a désespérément besoin d'argent. C'est notre maison ici. Je sais que les temps sont durs, que l'économie va mal. Mais vous savez, moi je pense que nous payons des taxes pour avoir des lieux qui accueillent les gens modestes. On est tranquille pour au moins 6 mois, c'est ça? Je pense que oui, ça prendra au moins ce temps-là. On voudrait vous remercier pour avoir essayé de nous défendre. En attendant la fermeture, la vie continue. Avec ce dimanche, un concert de gospel. Ce n'est pas juste. Ça sera loin d'être suffisant de toute façon pour rembourser les milliards de dollars que le comté de Jefferson doit.
C'est devenu presque insoutenable ici. Le comté de Jefferson fait la taille d'un département français. Il pourrait atteindre un triste record, la plus grosse faillite d'une collectivité locale aux États-Unis. Il est loin d'être le seul. Nous allons vous emmener dans une Amérique qui ne paye plus ses retraités et abandonne certains quartiers. Une Amérique gangrénée par ses déficits. Voyage au cœur de la faillite. Je cherche le long de la route. Dans le comté de Jefferson, les personnes âgées ne sont pas les seules à souffrir. Les fonctionnaires aussi vivent des heures difficiles. Jamais Denise n'aurait imaginé ne plus avoir de salaire et fouiller les poubelles à la recherche de métal. Je suis un peu une poule mouillée. Alors je ne fouille pas trop profond parce que s'il y a des serpents... Il y a encore quelques semaines, Denise Shelton était salariée par le comté. Un emploi assuré jusqu'à la retraite, pensait-elle. Seulement voilà, le comté est au bord de la faillite, incapable de payer un tiers de ses fonctionnaires, près de 600 personnes. Est-ce que vous vous attendiez à ça, une faillite du comté? Non, jamais. J'essaie de tenir parce que je ne sais pas si je serai suspendu une semaine ou des années. Et l'inconnu est très angoissant. Excusez-moi, c'est la première fois que je viens ici. Je dois me garer là-bas? En attendant de toucher à nouveau son salaire ou d'être définitivement licenciée, Denise Shelton se débrouille. Elle espère obtenir un bon prix chez un ferrailleur, de quoi payer ses factures. Vous en espérez combien? $50. $50, ça serait bien. Denise en obtiendra finalement beaucoup plus, $230. De quoi tenir, en attendant que son sort et celui des quelques 600 fonctionnaires suspendus soient scellés. Denise, comme la plupart, travaillait ici à Birmingham, la ville principale du comté de Jefferson. Au siège, les bureaux vides sont autant de traces visibles de la faillite du comté. Normalement, tous les bureaux sont occupés. Et là, on est à 25% de notre capacité. Et lui, il a été suspendu. Nous sommes ici à l'étage du département informatique. Et Kevin nous fait tristement l'inventaire des derniers départs. Ils étaient là il y a encore 2 mois. Lui aussi. Et on ne sait pas s'ils reviendront. C'est aux élus du comté de décider. Ça dépend du budget, c'est ça? Pour l'instant, ils ne sont pas prévus dans le budget. À moins que le comté ne reçoive une aide exceptionnelle, ils ne reviendront pas. Beaucoup pensaient avoir cet emploi à vie. L'espace ouvert au public, en revanche, promet de longues heures d'attente. Parmi les coupes drastiques sur les dépenses, le comté a fermé les 4 antennes locales dans l'été. Il y a 2 files, une pour les cartes grises et les gens qui viennent chercher une plaque d'immatriculation. Certains sont là depuis 1 heure. 2 heures! Ça fait 2 heures que je suis là. Il ne reste plus que 2 lieux d'accueil du public dans tout le comté pour plus de 700 000 habitants. À partir d'ici, il y a 2h30 de queue. Vous venez d'arriver? Oui, il y a quelques minutes. Ensuite, ça continue et ça peut aller dehors, sur le trottoir et à perte de vue. Ces mesures radicales ne vont sûrement pas suffire. Dans quelques heures, le comté va peut-être annoncer qu'il dépose le bilan. John Archibald est journaliste.
Depuis plus de 2 ans, il voit planer le spectre de la banqueroute. Et il attend la décision du jour avec impatience. Ce serait vraiment la plus grosse faillite d'une collectivité locale aux États-Unis. Et personne ne sait exactement ce que cela impliquerait. Vous savez, même les experts n'en savent rien en fait. Comment le comté en est-il arrivé là? Tout a commencé avec une histoire d'égout. À la fin des années 90, il doit les rénover. Il emprunte alors 250 millions de dollars. Mais les banques américaines jouent les apprentis sorciers avec des produits financiers dérivés, totalement inadaptés. En 2008, les crédits immobiliers s'emballent. C'est la crise des subprimes et les taux d'intérêt explosent. Aujourd'hui, ce n'est pas 250 millions, mais 4 milliards que le comté doit à ses créanciers. Les habitants estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher. En fait, ils pensent que ce sont finalement les gens plus intelligents, censés donner de bons conseils. Les banquiers de New York, par exemple, qui ont fait n'importe quoi et ont corrompu nos politiciens. Des conseils en investissement douteux. À cela s'ajoutent des élus corrompus qui ont touché des pots de vin, tous les ingrédients d'un scandale financier. Ici, c'est un peu le mur de la distinction. On y accroche les photos des gens importants du comté. Alors lui, il est en prison. Lui, mis en examen. Elle, accusée. En prison aussi. En fait, le mur de la distinction est devenu le mur de la honte. Si les anciens responsables politiques sont en prison, les banques, elles, s'en sont sorties indemnes. Et c'est aujourd'hui que les nouveaux élus doivent décider de l'avenir du comté. En face, les créanciers de Wall Street et leurs négociateurs. De ce bras de fer dépend le futur du comté, voire de l'Alabama. À 4 contre 1, nous avons trouvé un accord. Voici une copie pour les journalistes. Les banques ont finalement accepté d'effacer 1 milliard de dettes. À 4 voix contre 1, les élus ont choisi de payer et éviter la faillite. Mais il leur reste plus de 2 milliards à rembourser. Les restrictions budgétaires risquent encore de s'aggraver. Denise a regardé le délibéré de la commission minute par minute et la déception se lit sur son visage. Il n'y a toujours pas de vraie décision. On ne sait pas de combien les taxes vont augmenter. Les fonctionnaires ne savent pas s'ils vont pouvoir retravailler. Et le comté peut toujours faire faillite. Denise espérait autre chose. Une aide de l'État, par exemple, de façon à retrouver son poste, car elle est la seule source de revenus du ménage. Bon courage, mon amour. Ça va bien se passer. Son mari, Brian, a été licencié il y a 3 ans. Aujourd'hui, il a enfin décroché un entretien. N'oublie pas, ils sont prêts à aller 10% au-dessus de ce qu'ils te proposent. Ne te sous-vends pas. Je t'aime, je suis fière de toi. Tu vas y arriver. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce que vous ressentez? S'il vous plaît, mon Dieu. Ramenez un peu de sécurité dans la vie de cette famille. L'entretien s'est bien passé, mais Brian n'est toujours pas fixé. Ce soir, ils vont assister au match de leur fils Dylan en terminale. C'est justement son avenir qui les inquiète. Ils ne pourront pas lui payer l'université. Ce qui est dur, c'est qu'il n'a pas les mêmes perspectives que ses frères et sœurs ont eues. C'est mon petit dernier. Et c'est très dur quand on est une mère de ne pas pouvoir offrir les mêmes chances à tous ses enfants.
Il est là-bas. C'est le numéro 14 en position quarterback là-bas. C'est vraiment mon échappatoire de venir ici. Ça me fait du bien de les encourager, de les soutenir. Et puis ça m'aide à oublier nos problèmes financiers. Le comté de Jefferson a évité la faillite de justesse, mais il n'est pas certain que cela suffise. Il faut faire quelques centaines de kilomètres vers le sud de l'Alabama pour comprendre que certaines villes ont dû aller beaucoup plus loin. Nous arrivons à Pritchard. Ici, en 2009, l'impensable s'est produit. La ville a tout simplement arrêté de payer les retraites de ses anciens employés. C'est au bout de ce sentier, au milieu de la forêt, que nous avons retrouvé une de ces laissées pour compte. À 65 ans, Gloria Howard vit ici, dans ce bungalow isolé. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? J'étais dans la police. Dès le début, j'ai adoré mon travail. Je l'ai fait pendant plus de 30 ans. Le jour où je n'ai pas reçu mon argent, je suis devenue dingue. J'ai écrit une lettre pour dire à la mairie « Je n'ai rien reçu ce mois-ci, j'en ai besoin pour payer mes factures ». C'était en octobre 2009. J'étais folle, parce qu'ils ont volé notre argent. Gloria a d'autant plus besoin de la retraite pour laquelle elle a cotisé, qu'elle souffre d'un grave handicap et qu'elle ne peut pas travailler. On n'aura pas le temps de le voir, mais sur l'autre vidéo, ça montre que la ville a cessé a fermé des quartiers complets. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de pompiers dans certaines, ou même de services de poubelles, etc. Ça, c'est juste dans un des États des États-Unis. Mais si tu vas en Floride, moi-même j'ai été, puis beaucoup de monde vivent sur l'Église. L'Église donne de la nourriture, du pain ou des choses comme ça. Alors, c'est quelque chose de généralisé dans le pays aux États-Unis. Ce n'est pas juste là-bas, mais c'est dans d'autres endroits également, comme je vous ai dit tout à l'heure, en Europe, etc. Alors, c'est comme je vous ai mentionné que dans les derniers temps, ils vont s'arranger pour qu'il y ait un effondrement de l'ordre monétaire. Puis après ça, ils vont arriver avec une solution. Puis au travers des semaines, on va voir c'est quoi les solutions. Vous savez, les États-Unis, c'était une nation qui était fondée sur la parole de Dieu. Puis maintenant, ils sont rétrogrades. Ils laissent Dieu, ils ont sorti Dieu des écoles, puis ils ont rentré la drogue, puis les revolvers, puis etc. Puis c'est les conséquences. Regardez ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament avec les peuples qui abandonnaient Dieu. Hein? C'est l'évidence même. Le président Obama il a déjà déclaré que la Constitution était passée de date. Puis, on sait que la Constitution des États-Unis est basée sur la parole de Dieu. Puis, ils ne respectent même pas la Constitution. Ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Puis maintenant, j'ai justement une vidéo sur la nouvelle ordre mondiale. C'est en moins de 10 minutes. Puis, vous allez vraiment voir que ce n'est pas d'aujourd'hui que ça se prépare, ces choses-là. Ça a été planifié d'avance. C'est tout bien orchestré. Ils jouent un peu avec l'économie, avec les gens, puis ils ne se soucient aucunement des personnes. Eux autres, c'est le pouvoir qu'ils veulent avoir. Alors, on va voir la vidéo. Que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc, l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire
le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement. Et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement. Il veut signer le protocole de Kyoto. Oui. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour « Celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation ». Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is getting me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. Anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Le nouvel ordre mondial se tient d'ici aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité, c'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.
nous voulions ou non. La présente fenêtre d'opportunité durant laquelle un ordre mondial pacifique et interdépendant peut être construit ne sera pas ouvert très longtemps. Nous sommes à l'orée d'une transformation globale. Tout ce que nous avons besoin, trop vite. Ah oui, peux-tu mettre pause, s'il vous plaît? C'est Rockefeller qui a dit ça. Il dit « Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée ainsi qu'une structure économique. Un seul monde, si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. » Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui, l'embryon prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. Thierry Volton? Oui. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? Très bizarre. Pourquoi c'est une idée de droite alors? Parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. On pensait que c'était complotiste de le dire il y a des années, mais aujourd'hui tous les leaders mondiaux, quand vous écoutez, parlent du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, et disent que c'est souhaitable, et disent que c'est la solution à la crise, qui d'ailleurs crée eux-mêmes et aggrave eux-mêmes, pour justifier comme solution le gouvernement. Quand un homme politique ose dire à haute voix ce qu'il avant il disait de façon cachée, c'est qu'il pense que c'est pratiquement gagné, vous voyez. Vous annoncez que vous allez faire quelque chose parce que vous avez déjà tout verrouillé, sinon vous le dites pas. Dans le business, c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Et l'Ukraine, on est au bord d'une... On est absolument au bord de la guerre mondiale. De la guerre mondiale? Oui, parce que pour moi, enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais nous sommes dans une guerre civile, dont, à mon avis, on n'aurait pas dû se mêler. Une guerre civile entre les Russes pro-russes et les Russes différents qui sont en Ukraine, une partie des Ukrainiens. Et cette guerre civile peut, si on s'y laisse entraîner, conduire à une guerre mondiale. Absolument. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Des fois, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est tous les leaders du monde qui vous disent qu'on s'en va vers un gouvernement mondial. Alors, c'est comme si eux autres sont capables de dire, puis c'est comme, tu vois que la manière qu'ils parlent, que c'est déjà établi, que les plans sont là, ils ont déjà commencé, on est déjà comme au bout de ces choses-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Tout est clair? OK. Combien il y en a qui veulent recevoir la puce ce soir? Oui? Comment se préparer? Moi, je pense que la meilleure préparation qu'on peut avoir, c'est de s'approcher du Seigneur. OK? Pour moi, c'est ça. Parce que je ne pense pas qu'on vive ces choses-là. Moi, je crois que l'Église va être enlevée avant. Mais c'est comme ceux qui sont vraiment, comme Jésus, c'est leur maître, là, ils vivent pour lui, tu n'as rien à craindre. Il va te préparer, il va te parler, il va te conduire où c'est que tu dois être. Moi, je n'ai aucune crainte. J'ai même une paix de savoir que c'est le Seigneur qui est en charge. D'autres questions? Oui.
Moi, juste un petit commentaire par rapport à ça. Hier, j'étais en train de lire le Journal de Montréal, puis une page, c'était écrit, je voyais une image d'une main, puis la même que j'ai vue, là, il y avait comme une puce à l'intérieur de la main, puis il y avait un gros article qui prenait comme 2 pages de long, qui parlait juste de comment implanter une puce dans un corps humain, tout ça, puis je voyais ça, puis j'étais comme, mais voyons, comment qu'il... C'est vraiment rendu proche. Tu sais, quand on voit ça dans les vidéos, on se dit, ben c'est un gros ordre mondial, ça ne nous touche pas vraiment personnellement, mais quand c'est rendu que c'est dans ta ville, dans le Journal de Montréal, c'est là c'est vraiment dans l'actualité présente que ça se passe pour de vrai. C'est ça. Dans les prochaines semaines, on va parler sur la puce. Puis justement, j'ai coupé l'article du Journal de Montréal pour la montrer. À Montréal, hier, il en parlait. D'autres questions? Oui. Pour le Canada, là, parce que le premier ministre Harper... de ce qu'il démontre, tu sais, c'est qu'il supporte Israël. Puis des fois, quand il supportait Israël, les États-Unis, ils ne supportaient pas. Mais pour l'ordre mondial, au Canada, on n'a pas entendu des leaders parler de ça, par exemple. C'est européen, beaucoup. Non, tu as entendu parler des leaders chrétiens, n'en parlaient. L'autre après, comment ça s'appelle, il était comptable agréé, là aussi, l'ancien premier ministre, Martin, OK, il en parlait régulièrement. Oui, il en parlait. Fait que, je ne sais pas comment on va être affecté directement, comprends-tu? Parce que l'économie du Canada est relativement bien, OK? Quand je dis relativement bien, comparativement aux États-Unis. Puis, j'ai entendu dire que notre premier ministre a été à une de ces conférences des Bill Burger, OK? Je ne sais pas si c'était comme un membre ou simplement donner une conférence quand il était ici. Alors, je ne sais pas. Mais en réalité, si je vous montre ça, c'est pour vous montrer aussi qu'on est rendu, tout simplement. Puis je ne ferai pas de spéculation sur quand est-ce, puis etc. Ça peut arriver demain matin. D'autres questions? Puis je vais vous lire, parce que je ne veux pas que vous gardiez trop longtemps, là, une prophétie qui avait été lue. Bien, juste vous dire sur la... C'est un journaliste du New York Times, il s'appelait John Swayton. Il a dit à ses collaborateurs, lors d'un discours d'adieu, il s'en allait, prenait sa pension, il dit « La presse libre n'existe pas ». Là, c'est l'éditeur du New York Times. OK? Ce n'est pas Pierre Cyr ou qui que ce soit, c'est l'éditeur du New York Times. « La presse libre n'existe pas. Vous, cher ami, c'était les journalistes, vous le savez bien, moi je le sais aussi. Aucun de vous n'oserait donner son avis personnel ouvertement. Nous sommes des outils et les laquais des puissances financières derrière nous. Nous sommes des pantins qui servent et qui dansent quand ils tirent sur les fils. Notre savoir-faire, nos capacités et notre vie même leur appartiennent. Nous ne sommes rien d'autre que des intellectuels prostitués. » Un éditeur du New York Times qui a écrit ça, là. Alors, des fois, quand tu vas écouter les nouvelles, pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'ils essaient de me faire comprendre, hein, de faire croire? C'est quoi leur but? Essaie de regarder les nouvelles d'une manière intelligente, de dire, qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire croire, là? Parce qu'on est contrôlé par les médias. Je vais terminer avec un témoignage, mais une vision. C'est une chrétienne norvégienne qui avait plus de 90 ans. Elle a reçu du Seigneur une vision des événements de la fin. Sur le retour de Jésus, est-ce qu'il est proche? En 68, une chrétienne norvégienne de 90 ans a reçu du Seigneur une vision des événements de la fin, avant le retour du Seigneur. On avait laissé de côté cette vision parce qu'on la jugeait trop incroyable. En 68, elle avait 90 ans. 40 ans après, vous pouvez lire le récit de cette vision. Il suffit de comparer avec l'état du monde actuel. Oui, le retour du Seigneur est prêt. Cet article a été traduit d'un article paru dans la revue allemande Service chrétien d'information, traduit par Henri Bio-Murat. Un pasteur anglais dans lequel j'ai une pleine confiance me fit passer cette note. Elle concerne une vision reçue en 68 par une chrétienne norvégienne âgée. En général, je ne publie pas de tels articles sur notre site en raison de grand nombre de fausses prophéties et de fausses visions que l'on peut trouver sur Internet. Toutefois, après avoir prié, j'ai décidé de publier cette note parce que son contenu me semble authentique. La Bible nous dit de juger les prophéties données à l'Église, que les autres jugent. 1 Corinthiens 14, 29.
Nous avons la responsabilité de juger et de contrôler ce que nous recevons. Nous ne devons pas accepter immédiatement toutes les prophéties comme venant de Dieu, mais nous devons considérer et évaluer ces paroles en demandant à Dieu de nous confirmer dans notre cœur si elles sont vraies. Je vous présente donc cette note en vous demandant de la lire et de discerner vous-même si cette vision est authentique ou non. Rappelez-vous toutefois qu'il s'agit d'une vision reçue en 1968. Puis en parlant, je pense à la vision, je pense que c'est Élisée qui a eu une vision du roi syrien quand il se réunissait avec ses colonels ou commandants de l'armée, puis Dieu disait exactement ce qu'il était pour faire. Puis souvent, Dieu nous avertit comme ses enfants. À cette époque, le monde était très différent. Combien il y en a qui se souviennent de 1968? Je pense que c'était l'année des chanteurs comme les Beatles ou je ne sais pas trop quoi, là. Okay? Les hippies, etc. C'était vraiment différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Les termes abordés dans cette vision peuvent nous sembler très familiers aujourd'hui, mais devraient être complètement inconnus ou même impensables pour une chrétienne de plus de 90 ans vivant à cette époque. La vision. Elle habitait la ville de Hvalr en Norvège. Le docteur Emmanuel Minos, conférencier chrétien bien connu en Norvège, avait organisé des réunions d'évangélisation dans cette ville. Il alla visiter cette vieille dame qui lui raconta ce qu'elle avait vu. Il nota ensuite dans un carnet tout ce qu'elle avait entendu. Mais il pensait à l'époque que tout se paraissait trop incroyable, aussi n'en parla-t-il à personne. Plus de 30 ans après, il fut convaincu qu'il lui fallait publier à présent cette vision. Cette dame de Hvalr était une chrétienne reconnue et respectée par tous ceux qui la connaissaient, en raison de son intelligence spirituelle. Voici ce qu'elle avait, que le Seigneur lui a montré. Juste avant le retour du Seigneur, j'ai vu qu'il allait se produire une guerre mondiale. Le monde me fut présenté comme un globe terrestre. Puis c'est drôle parce que tout à l'heure, il en parlait, la guerre mondiale aussi. Okay? J'ai vu la Scandinavie, l'Europe et beaucoup d'autres nations. Plus, j'ai vu certains événements qui devaient se produire avant cette terrible catastrophe. Il me fut montré 4 signes particuliers. Avant ce conflit mondial, le retour du Seigneur, il y aurait une période de grande paix entre les nations de l'Est et de l'Ouest comme on n'a jamais vu de semblable. Beaucoup de pays lanceront des programmes de désarmement. Il y a eu beaucoup de désarmement avec la Russie, tout partout dans le monde. Puis ça a été écrit en 68, là, OK? Au point qu'ils sont complètement pris à dépourvu par cette crise mondiale, car celle-ci surviendra d'une manière totalement inattendue. Les Églises connaîtront une période de compromis et d'apathie spirituelle. Elles s'écarteront de la vraie foi. En 68, encore une fois, OK? Elle avait 90 ans. Avant le retour du Seigneur, les chrétiens refuseront d'écouter les véritables ministères prophétiques. On va ignorer les messages bibliques de la loi et de la grâce, du péché, de l'Évangile, de la repentance et du salut. À la place, on enseignera un évangile de la prospérité. En 68, avec 90 ans, il y aura en Norvège, c'est pas qu'on est contre la prospérité, mais il y a un groupe de personnes qui prêchent la prospérité juste pour remplir leurs poches. Il y aura en Norvège un effondrement sans précédent de la morale. Les gens vivront dans l'immoralité et l'adultère. Les gens s'engageront dans des relations sexuelles avant le mariage. Les couples mariés seront de plus en plus infidèles. On considérera ces choses comme normales et on va trouver toutes sortes d'excuses. Hommes et femmes s'engageront dans des relations impures. Les familles chrétiennes en seront affectées. Elles permettront même que de telles choses se passent. Avant le retour du Seigneur, le nombre de stations et de programmes de télévision s'accroîtra de manière extraordinaire. C'est comme... Elle était bien pluguée, en tout cas. Il en résultera une explosion de la violence et une escalade du crime, à tel point que les gens ne se sentiront plus en sécurité dans les rues. Il en sera de même pour les stations de radio. Les gens écouteront et assisteront à toutes sortes de scènes de mort et de destruction. Toute la société sera influencée par cet étalage de mal et de méchanceté. Elle trouvera même cela distrayant et excitant. Cela se produira réellement, et vous le verrez de vos yeux.
Ce qu'on considère encore comme bon disparaîtra, et l'on considérera ce qui est mauvais comme tout à fait normal. Beaucoup de gens viendront immigrer en Europe, en provenance des pays sous-développés. Ils viendront aussi en Scandinavie et en Norvège. Il y aura un tel afflux d'immigrants que les Européens commenceront à les regarder d'une manière négative. Ils leur feront mauvais traitement. Ensuite, notre péché atteindra son comble. La Troisième Guerre mondiale éclatera et le retour du Seigneur se produira. Ce dernier grand conflit ne durera pas longtemps, mais la bataille finale ne pourra être comparée à aucune dans le passé. L'air deviendra si pollué que les gens ne pourront plus respirer de manière normale. Cela s'étendra au continent de l'Amérique, de l'Asie et de l'Australie, surtout dans les pays les plus riches. L'eau sera considérée comme impropre à la boisson. La terre ne se produira plus ses moissons habituelles. Par conséquent, le nombre de survivants sera faible. Les gens essaieront de s'enfuir dans les pays les plus pauvres, mais ils seront à leur tour traités de la pire manière. La vieille dame me dit en conclusion, « Je suis heureuse de ne pas avoir vécu ces choses qui m'ont été montrées. Mais quand les temps approcheront, vous devez avoir le courage de publier cette vision que Dieu m'a donnée. Rien ne doit être en contradiction avec la Bible. Mais tous ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés et qui auront pris le Seigneur Jésus comme Sauveur et Maître seront protégés et délivrés. » On peut dire Amen? Juste des commentaires. Au cours des 3 dernières années, il y a eu de nombreux conflits en Europe orientale. Avec le relâchement des contrôles aux frontières de l'Union européenne, ça a provoqué un afflux massif des réfugiés dans les pays de l'Est et des pays européens les plus riches. L'apôtre Paul, qui avait rencontré le Seigneur vivant sur le chemin de Damas, encourage les chrétiens à attendre son Fils des cieux et à aimer son avènement. Comme le prophète Osée dit, « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » On est sûr qu'il va venir. Le rappel de cette sévérité devrait nous motiver à prêcher l'Évangile comme un témoignage pour toutes les nations, ainsi qu'à prier pour le salut d'Israël. En approchant le nouveau millénaire, tous les signes nous montrent le retour est proche. Est-ce qu'on peut être en communion avec lui? Puissions-nous agir à temps? Ça nous dit dans Luc 21, je termine avec ça, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Puis moi, je sens vraiment dans l'esprit aussi que dans les derniers temps dans lesquels nous vivons, tout ce que nous avons à l'intérieur de nous va s'amplifier. S'il y a du mal en dedans de nous, parce que le jugement commence dans la maison du Seigneur, c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. S'il y a du mal en dedans de nous, le mal va s'amplifier. S'il y a du bien, on va amplifier le bien. C'est pour ça qu'il va y avoir comme une séparation des deux camps. Ça va être distinct. Souvent, il y a eu une zone grise au travers des temps. Mais je sens que vraiment, on va avoir comme une division. Ceux qui aiment le mal, ils ne pourront pas s'empêcher, ça va juste augmenter en dedans d'eux autres. Puis ceux qui aiment le bien, mais ça va augmenter aussi, ils vont s'approcher du Seigneur. Alors, ça, je sens dans mon esprit qu'il va y avoir comme une séparation. Puis aussi, une chose que j'ai à cœur de vous dire, les gens sont ouverts à l'Évangile. Dieu prépare leur cœur. Je vous dis, ça ne sera pas à cause de vous qui vont venir au Seigneur, ça va être parce que Dieu va préparer leur cœur aussi. Alors, je veux vous encourager d'avoir les yeux ouverts, les oreilles. Robert, veux-tu venir, s'il te plaît? Bon, on va terminer avec ça. Pour vraiment partager la bonne nouvelle à ceux que vous connaissez. Puis ça va se faire automatiquement. Moi, c'est incroyable les personnes que je rencontre, puis je leur parle du Seigneur, puis c'est eux autres qui me posent des questions. Puis pourquoi? Parce que les gens dans le monde sont inquiets de ce qui va arriver. Ils sentent qu'il y a quelque chose de terrible qui s'en vient, puis ils ne savent pas c'est quoi, puis ils n'ont pas de réponse. Le monde n'est pas capable de leur donner de réponse, mais nous, on a la réponse. Amen? Puis, inquiète pas. Je vois qu'il y a plusieurs visages qui sont tous inquiets, là. OK? Inquiétez-vous pas. Le Seigneur est avec. Il y en a qui sont inquiets. Il y en a qui ne sont pas inquiets. Ceux qui ne sont pas inquiets, baissez la main, juste voir. OK? Les autres vont considérer que vous êtes inquiets. OK, parfait. Jules, tu voulais demander quelque chose?
le mot de passe pour aller voir Bill Burger, mais aussitôt que ça se termine, parce que je ne veux pas que ça soit sur l'Internet, ok, juste pour vous autres, je vais vous donner. Amen. Peut-être qu'on peut se lever puis juste chanter un chant. Puis, s'il y en a qui ont besoin de prière, je n'en ai pas, avancez-vous. Mais mon cœur, c'est pour vous autres, c'est que, je le répète, puis c'est comme, pas que je suis tanné de le répéter, parce que je vais le répéter jusqu'à mon dernier souffle, mais soyez prêtes. Arrangez-vous d'être prêtes. Arrangez-vous que votre famille soit prête également. Arrangez-vous que vos amis soient prêts. Arrangez-vous que tous ceux que vous travaillez avec, tous ceux que vous connaissez, au moins qu'ils aient entendu la vérité. Parce que ça ne sera pas drôle tout à l'heure. Le gouvernement, quand il va venir, il va trouver toutes sortes de belles paroles, puis c'est comme ça va imposer. Puis les gens autour de vous, là, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Bien, c'est normal. Un exemple. L'économie est catastrophique. Alors, c'est normal que tout le monde ait une puce pour payer les taxes. Combien il y en a qui savent qu'il y en a qui travaillent au noir? Hein? Hein? C'est comme, c'est à cause d'eux autres que l'économie va mal. Fait que si tout le monde a une puce, ils sont obligés de déclarer leur impôt, leurs taxes. Tu ne peux pas acheter ou vendre sans avoir ça. Fait qu'ils vont trouver toutes les bonnes raisons. L'assurance maladie ou aller à l'hôpital, si mettons tu es sa connaissance, puis les autres ils vont savoir qui t'es, puis ils vont avoir toutes les données sur toi. C'est comme, écoutez, ils vont être des bonnes raisons pour implanter, c'est bien le mot, hein, implanter, qu'est-ce qu'ils veulent implanter. Alors, la semaine prochaine, on va parler justement de ça, l'implantation de qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, etc. Puis qu'est-ce qu'il y a déjà en chose. Est-ce qu'on peut chanter juste un chant? Amen. On va chanter un chant.